Bonjour, bienvenue. Je suis Margot Bernard d'Indura. J'anime la communauté e-risque et on vous a préparé aujourd'hui un webinaire sur les méthodes numériques avancées appliquées aux risques naturels, donc en collaboration avec Centrale Nantes et Grenoble INP. En quelques mots, e-risque, donc c'est une communauté collaborative d'intérêt pour le développement des compétences de la recherche appliquée et de l'innovation dans le domaine des risques naturels gravitaires. Donc, c'est un centre de ressources et de compétences où il y a de l'émulation d'idées et d'avancement collectif. Donc, les partenaires d'e-risque ont décidé de lancer la chaîne de connaissances Web e-risque, qui a pour vocation de porter à la connaissance du plus grand nombre les méthodes, outils, concepts, approches et expériences capitalisées dans les laboratoires et dans les entreprises. Donc, c'est une communauté ouverte. Voilà, donc, le partenariat n'est pas fermé. Juste pour vous rappeler les règles du webinaire, donc vous avez 3 modules, discussion, lever la main et Q&R. Discussion, c'est vraiment un chat entre vous. Lever la main, c'est pour vous permettre de vous donner la parole au moment des questions et réponses. Donc, ça peut être plus facile voilà, si on veut un échange interactif. Et Q&R, c'est l'endroit où on vous demande de poser vos questions. Vous pouvez les poser à tout moment pendant les présentations et on les reprendra à la fin pour que les intervenants puissent y répondre. Donc aujourd'hui, on est donc avec Ioannis Stéphanou et Frédéric Dufour. J'ai aussi invité François Nico qui participe activement à e-risque, qui va donc introduire le sujet en quelques mots. Merci beaucoup, Margot. Effectivement, aujourd'hui, toute la communauté e-risque est très heureuse d'accueillir nos 2 intervenants, Frédéric Dufour et Ioannis Stéphanou. Au plan personnel, je les connais depuis de nombreuses années et je dois dire que je suis extrêmement heureux qu'on les invite aujourd'hui et qu'ils aient accepté effectivement d'intervenir. Alors aujourd'hui, on va aller explorer un petit peu le front des connaissances avec chacune de leurs 2 présentations. C'est ça aussi un petit peu le défi des web e-risques. C'est pas seulement de faire un focus sur l'état actuel des connaissances tout à fait stabilisées, c'est aussi parfois avoir l'audace d'aller sur le front ultime des connaissances et voir de quelle manière ce front des connaissances, eh bien, il participe à notre ingénierie, il participe à lever les défis auxquels la communauté d'Indura, dans son ensemble, essaye de s'atteler. Je vais tout de suite leur demander de se présenter et puis ensuite, on poursuivra avec leurs 2 présentations et comme à l'accoutumée, bien sûr, il y aura un temps de discussion. Allez, je vous donne la parole à l'un comme à l'autre. Merci François, Margot, merci pour cette invitation. Juste des mots pour moi. Moi, je suis professeur à l'École centrale de Nantes et ma recherche se focalise et s'oriente autour des projets de recherche que je mène actuellement. Et le premier, il s'agit de séismes et la possibilité de les contrôler. Et c'est lié beaucoup avec la sismicité 8. Et le deuxième, c'est lié avec les structures et leur résistance à des sollicitations dynamiques extrêmes. Et voilà, dans ce cadre, on doit développer des méthodes numériques avancées pour répondre aux différentes questions. Et peut-être Frédéric, je ne sais pas si tu pouvais… Merci Ioannis et François. Bonjour à toutes et à tous. Merci à la communauté e-risque pour cette invitation. Donc, je suis Frédéric Dufour, je suis professeur à Grenoble INP 3SR, un ancien du GEM à Centrale Nantes aussi. Très synthétiquement, je mène des recherches selon 2 axes, la durabilité et la vulnérabilité des grands ouvrages. Ce n'est pas l'axe ici qui nous concerne aujourd'hui. Et plus particulièrement sur le deuxième axe, le développement d'une méthode dite avancée que je vais vous présenter, que je développe depuis ma thèse en Australie à partir de 1999
et dans le domaine de la géophysique, et que j'ai amené dans le domaine de l'ingénierie, à Nantes d'abord sur l'écoulement du béton frais, puis depuis 2008 à Grenoble sur tout ce qui est autour des risques gravitaires, glissement de terrain, avalanches neigeuses et ainsi de suite. Merci. Du coup, Ioannis, je te redonne la parole pour ta présentation. D'accord, je vais partager mon écran. Voilà. Donc, je peux commencer? Oui, oui, vas-y. Merci. Alors, je vais vous parler aujourd'hui de l'apprentissage automatique et de son application pour décrire les comportements des matériaux complexes. Cette recherche est financée par le European Research Council. Et avant de commencer, je voudrais remercier aussi Filippo Masi pour notre collaboration. Et donc, je vais passer d'abord en vous montrant certaines applications. On sait très bien que pour résoudre les problèmes qu'on a à grande échelle, il faut savoir connaître les comportements de matériaux à l'échelle microscopique ou à l'échelle méso, si vous voulez. Vous voyez ici une image de la formation d'une bande de cisaillement. Les matériaux, c'est le titan. Et là, on voit, c'était après une certaine sollicitation, on avait la formation de cette zone de rupture qui est pilotée par les propriétés du matériau même, mais des propriétés pas seulement mécaniques, mais des propriétés aussi thermiques qui vont finalement conduire à la rupture. Un autre exemple très simple, c'est trois grains de sable qu'on les met en compression comme vous voyez ici. Donc, on les comprime progressivement et à un moment, on a la création, encore une fois, d'une zone de localisation, que vous voyez ici en bas. Et qu'est-ce que ça signifie la rupture? Juste par curiosité, les trois grains étaient capables de soutenir une charge de 53 newtons, donc quelques kilos quand même, c'est le mot 3 grains. Et un autre exemple, en changeant d'aisselle, passant de l'aisselle des grains à l'aisselle d'un essai biaxial au laboratoire, je vais vous montrer cette image classique de l'article de Milhouse et Vadula on voit l'apparition progressive d'une bande de cisaillement, ici, qui signifie la rupture au niveau de la macroéchelle, au niveau de la structure. Et cette rupture, encore une fois, dépend des propriétés mécaniques du sable, de ces milieux granulaires, de la microstructure, autrement dit. Un autre exemple, toujours dans le cadre de la formation de bandes de cisaillement, mais dans cette fois, on voit la création d'une multitude de bandes de cisaillement, comme vous pouvez voir ici au milieu, où on trace les déformations déviatoriques. Et ça, c'est le même phénomène où on peut voir à des essais de réaction et la rupture est signalée par la formation de zones de forte localisation. Et la formation de ces zones dépend encore une fois de la loi des comportements du matériau. Et si par contre, on zoome, on veut voir ce qui se passe à l'intérieur de ces zones de forte localisation. On voit des phénomènes hyper complexes, on voit l'écrasement des grains et avec un réseau de distribution granulométrique assez riche, comme vous pouvez voir à cette image-là. Et pourquoi on fait tout ça? Parce que si on veut prédire la résistance d'un mur d'échelonnement, par exemple, ça passe par les comportements, la loi des comportements de ces matériaux, comme vous pouvez voir ici dans cet exemple au laboratoire,
ou même si on veut savoir, c'est de prédire ou comprendre l'étassement. Euh, Ça passe encore une fois par les comportements du matériau. Et c'est pareil, pas seulement pour les milieux granulaires comme les sables, mais le sol, mais aussi pour les bétons, ou même pour les combustibles nucléaires, ou plus large, et ça fait partie de ma recherche actuelle, de la nucléation de séismes, où là, on voit au moins 3 échelles spatiales. On a la grande échelle où on a les failles. On a une échelle un peu plus petite qui est les centimétriques. On part de la faille lui-même, un point de cette faille. Et si on agrandit l'image, on voit un réseau, une microstructure assez complexe. Et là, on aimerait bien savoir son comportement pour être capable de comprendre les glissements sismiques et pourquoi pas les contrôler pour éviter ce qu'on appelle la sismicité induite, qui est liée avec la géothermie profonde, le stockage du CO2 ou peut-être dans les futurs proches l'hydrogène. Mais même plus généralement, pour empêcher le séisme à grande échelle, il faut comprendre bien ce qui se passe à cette petite échelle. Alors, maintenant que je montrais quelques exemples, je pense qu'on peut trouver plusieurs, dans plusieurs domaines, surtout en géomécanique, mais pas seulement. Il faut bien garder en tête que la loi de comportement de matériaux complexes, souvent, est un élément important, clé pour les comportements macroscopiques. Et pour être honnête, jusqu'à aujourd'hui, ce qu'on faisait, c'était qu'on faisait des tests au laboratoire, on proposait quelques modèles analytiques ou semi-analytiques qu'on peut enrichir, souvent enrichissait avec quelques considérations micromécaniques. Et c'était comme ça, en fait, qu'on proposait des lois de comportement qu'après on testait de nouveau au laboratoire pour voir s'ils peuvent décrire de façon fiable les données expérimentales. Ça, c'est l'approche classique, empirique ou semi-empirique qu'on suit jusqu'à maintenant. Mais dernières années, on a quelques outils numériques qui peuvent peut-être nous aider à automatiser cette procédure et avoir des lois de comportement qui sont plus détaillées. Alors, si on arrive à faire ça, on serait capable de résoudre un problème que jusqu'à très récemment, c'était inimaginable, c'est de faire des calculs macroscopiques. Vous allez voir bientôt aussi quelques simulations très stimulantes et fascinantes que Frédéric Dufour m'a montré. Donc, si on peut alimenter ces calculs macroscopiques avec des lois de comportement riches qui décrivent la microstructure, je pense qu'on va tourner une page à la modélisation pour la prédiction des comportements et bien sûr des risques au niveau macroscopique. Et alors, le méthode qu'on sait jusqu'à maintenant, c'est des variations de FM carré. On peut parler de FMDM, d'FM, ou combiné avec d'autres méthodes, où ils vont résoudre à une échelle microscopique les comportements du matériau et avec une approche de changement d'échelle à chaque point, à chaque incrément, à chaque point au niveau macroscopique et pour chaque incrément, ils vont résoudre ces problèmes auxiliaires et comme ça, ils vont arriver de prédire, de faire des simulations à grande échelle assez fiables et détaillées. Sauf que la résolution de ces problèmes auxiliaires est très, très lente et ça prend beaucoup de temps et ça rend cette approche multi-échelle impossible. Et donc, si on trouve une façon d'accélérer la résolution de ces problèmes, on aurait peut-être rendu possible des calculs macroscopiques, mais très réalistes. Alors, une idée que ça semble fonctionner pas mal, c'est d'utiliser l'apprentissage automatique et notamment les réseaux de neurones. Juste quelques mots sur les réseaux de neurones. On a de différentes couches. On a des entrées que vous pouvez voir en bleu à gauche et des sorties que vous pouvez voir
un vert à droite. Et là, comme entrée, on peut mettre, par exemple, l'incrément de déformation dans notre cas. Et comme en sortie, on voudrait prévoir l'incrément en 1,30. Donc, l'idée, c'est de exécuter ces calculs mécanomécaniques et avoir remplacé finalement ces calculs mécanomécaniques par un réseau de neurones qui a appris la loi de comportement de cette microstructure très complexe. Alors, et donc les réseaux de neurones pourraient nous aider à faire ça. Déjà, ils sont appliqués, on trouve aujourd'hui beaucoup d'applications. Une application que vous connaissez très bien, c'est la reconnaissance faciale, où comme entrée, on va donner beaucoup de photos et comme sortie, on va par exemple essayer d'identifier où c'est un visage dans une photo. Et alors, et un cercle, vous voyez ici le nœud, on appelle ces réseaux de neurones parce qu'ils sont inspirés par les réseaux de neurones biologiques qu'on a dans nos cerveaux. Et chaque nœud représente un neuron. Et quand on entraîne ces réseaux, on va renforcer ou le contraire, le liaison entre différents neurones. Et à la fin, on aura un réseau entraîné qui va prédire, on va changer l'entrée et comme sortie, il va nous donner une prédiction, par exemple, comme je vous disais avant, sur la reconnaissance faciale, où se trouve un visage ou s'il y a un visage dans une photo. Alors, ça, c'est très bien. Le seul problème, c'est que ça dépend beaucoup des données qu'on donne. Les prédictions dépendent énormément aux données qu'on donne. Et je vous montre ici une étude récente qui a été faite où on voit que les prédictions de ces réseaux de neurones montrent beaucoup de biais. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à reconnaître, par exemple, des visages des femmes, je ne sais pas comment dire ça en français, des femmes noires. Par contre, ils sont très bons à prédire le visage des personnes blanches. Alors, pourquoi? Parce que finalement, la façon avec laquelle l'entraînement a été fait et les données qui ont été données pour faire l'entraînement n'étaient pas représentatif de la population. Et ça, c'est un gros défaut des réseaux de neurones et de toutes ces méthodes. Et en plus de ça, je voudrais dire que, vous avez vu avant l'image, on a beaucoup de neurones. Même si on comprend le fonctionnement des réseaux, sa complexité nous empêche de comprendre en détail ce qui se passe. Et donc, on peut parler d'une boîte de Pandore parce que on ne peut pas être sûr des prédictions que ces systèmes, cette méthode va nous donner. Et peut-être pour la reconnaissance faciale, ça peut être acceptable, peut-être, mais dans l'ingénierie, ça c'est un crime. On peut pas ne pas respecter quelques principes fondamentaux qu'on a en ingénierie, et comme par exemple les lois thermodynamiques. Les lois thermodynamiques, c'est une loi de comportement doit respecter absolument les lois thermodynamiques. Mais bon, les mots peuvent faire peur, mais finalement, c'est très simple. Les lois thermodynamiques, c'est-à-dire que l'énergie, le travail qu'on fait pour déformer la matière peut être stocké à l'intérieur de cette matière comme une énergie qui peut être récupérable ou elle peut être perdue en forme de chaleur. Donc, c'est ça que la première loi thermodynamique, elle nous dit, c'est pratiquement le bilan énergétique. Et le deuxième, il nous dit que cette dissipation doit être positive. C'est-à-dire qu'on va, si on fait un cycle de déformation, on commence par un point et on revient au même point, on aura nécessairement perdu d'énergie. Ou idéalement, on n'aura pas perdu d'énergie, mais de toute façon, on ne va pas créer d'énergie. Et donc, ça, c'est très important parce qu'imaginez qu'on fait une application où on veut déformer un métal pour fabriquer une pièce. Si on ne respecte pas les lois thermodynamiques, si on s'est trompé quelque part dans notre entraînement, c'est-à-dire que cette pièce va se former tout seul, sans nous donner d'énergie, de faire du travail
pour changer la forme de l'objet qu'on veut fabriquer. Le deuxième point important, mais on ne va pas aborder dans cette présentation, c'est l'objectivité, c'est-à-dire que les comportements du matériau ne doivent pas dépendre du système de coordonnées où on décrit son comportement. Alors, donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant pour faire possible de faire des calculs macroscopiques, mais basés sur un comportement réaliste de la microstructure? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va résoudre d'abord de façon aléatoire, pour des segments de déformation aléatoire, les problèmes microscopiques, et en même temps, on va impliquer un réseau de neurones qui va apprendre le comportement du matériau, mais ces réseaux de neurones, il aura en particularité, il aura intrinsèquement dans son architecture programmé les lois thermodynamiques. C'est-à-dire qu'il va toujours respecter, quand il va faire les prédictions, les lois thermodynamiques. Alors ça, c'est très important parce que finalement, même si notre entraînement n'est pas complet ou n'est pas réussi, on ne va pas faire des prédictions qu'ils ne vont pas respecter, par exemple, le bilan énergétique. Et une autre chose, c'est qu'avec cette architecture, on va introduire la mécanique, autrement, plus généralement parlant, la physique dans cette méthode d'interpolation de l'apprentissage automatique qu'on appelle réseau des neurones. Et on va finalement ouvrir cette boîte de Pandore et on va voir ce qui se passe à l'intérieur. Et donc, ça nous rassure fortement comme ingénieurs parce qu'on ne laisse pas les choses sans les contrôler. On a quelques éléments de contrôle sur ces méthodes assez complexes. Une autre chose qui est très importante, c'est qu'on aura besoin moins de données pour faire l'apprentissage. Et parce qu'en fait, avec les réseaux de neurones ne seront pas obligés d'apprendre les lois physiques. On les aura données directement de façon dure. Et ça va conduire à une réduction importante au temps de calcul et aussi, il va nous donner une très importante robustesse au bruit des données. C'est-à-dire, si on a des données qui ne sont pas bonnes, on sera assez robuste sur nos prédictions. Et vous voyez ici un exemple. À nous, vous voyez l'entraînement d'un réseau des neurones pour la prédiction du comportement cyclique d'un matériau élastoplastique avec un schéma triaxial. Et vous voyez, dès qu'on met un petit peu de bruit, vous voyez que les prédictions sont totalement aberrantes, elles ne sont pas bonnes du tout. Par contre, si on donne les lois physiques dans le système, on a de prédictions qui sont parfaites, avec une erreur qui est totalement négligeable. Et cela va nous permettre finalement de faire des calculs robustes en grande échelle. Et au lieu de, je vous montre un exemple, ici c'est un treillis avec beaucoup de barres, et chaque barre est une élastique, plus précisément elle est plastique avec recruissage. Et on va remplacer, on ne va pas résoudre ce problème qui est pratiquement impossible de résoudre en grande échelle à cause du temps de calcul, mais on va faire un modèle élément fini classique, mais à chaque point de gauche, au lieu d'appeler une librairie de plasticité ou d'endommagement, on va appliquer la librairie qui est entraînée avec les réseaux de neurones. Et ça va nous donner des résultats très fiables à un temps très réduit. Vous pouvez voir ici à droite comment on peut prédire un pointillé. Ça, c'est la vraie solution du système microscopique avec toutes les barres. Et en bleu, c'est la prédiction avec un calcul élément fini, mais où il interroge les TAN, il utilise les réseaux de neurones thermodynamiques. Et là, on voit que si on a plus de 10 cellules élémentaires dans nos structures, on converse à la vraie solution. Pareil, on peut prédire très bien la dissipation dans nos structures, mais aussi bien que l'énergie qui est stockée dans la structure. Mais aussi, on arrive d'identifier deux variables d'état, c'est-à-dire des variables qui décrivent les phénomènes très compliqués qu'ils peuvent passer dans la microstructure au fur et à mesure de la déformation. Et ça, c'est très important parce que finalement, on peut comprendre mieux et décrire mieux la matière
et les micromécanismes qui se passent au niveau microscopique. Et là, je vais vous montrer un autre exemple. Ça, c'est un matériau granulaire. On a entraîné avec la même méthode un réseau de neurones. Et vous voyez ici les prédictions de TAN et de DEM. On a utilisé la DEM pour faire ces calculs, sont impeccables. Et avec la grande différence qu'avec les TAN, on a réduit les coûts des calculs entre 1000 et 10 000 fois. Donc, c'est là, ça fait possible de faire finalement des calculs macroscopiques, mais réalistes, en se basant à une description très fine des phénomènes mécaniques qui se passent à la microstructure. Et ça peut être implémenté dans tous les codes commerciaux ou académiques. Et il y a beaucoup des applications qu'on peut envisager. Certaines applications seront montrées prochainement par Frédéric. Et même si on n'a pas fait encore les mariages avec les méthodes que vous allez voir très bientôt, ça, c'est toujours possible dans les futurs proches. Et donc, je voudrais vous remercier. Les questions seront à la fin, donc, mais vous pouvez déjà vous les mettre dans les chats des Zoom. Et voilà, je vais m'arrêter ici. J'essaie d'avoir respecté les temps. Très bien, merci Ioannis. Du Merci coup, également. Frédéric, on te donne la parole pour la suite. Il faudrait que Ioannis départage pour que je puisse partager, s'il vous plaît. Oui. Oui. Voilà. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Ouais, voilà, c'est en plein écran. Très bien. Merci Ioannis pour cette belle présentation. Effectivement, avec une transition toute naturelle, puisque une fois qu'on a construit un modèle de comportement, par exemple par réseau de neurones, eh bien, il nous faut un cadre numérique, une méthode numérique, ici qualifiée d'avancée, pour pouvoir faire des simulations à une échelle d'importance pour l'ingénierie. Donc, ma présentation va s'articuler de la manière suivante. Tout d'abord, vous expliquer quels sont les enjeux d'une modélisation des risques gravitaires, recadrer un peu historiquement l'évolution des méthodes numériques. Je vous présenterai les principes de la MEFPIL, qui est la méthode aux éléments finis avec des points d'intégration lagrangiens. Je vous présenterai un benchmark académique qui a permis de caler 2 paramètres numériques importants à cette méthode. Je vous donnerai aussi le principe de la méthode des points matériels. Ensuite, nous verrons les modèles rhéologiques permettant de traiter la transition solide-fluide qui est absolument nécessaire quand on s'intéresse aux risques gravitaires de type glissement de terrain, et puis quelques exemples avant de conclure. Donc, si on regarde par exemple ce film d'un accident dit industriel, mais dont les enjeux sont à peu près identiques à ceux d'un risque naturel, on voit ici un barrage. Et donc, au départ, si on veut simuler la stabilité de ce barrage, eh bien, traditionnellement, on va utiliser des méthodes aux éléments finis comme celles qui vous ont été présentées le 7 décembre 2021 lors d'un webinaire identique. Et avec des modèles élastoplastiques, on va pouvoir étudier la stabilité. Et puis tout à coup, parfois, ce qui peut arriver, c'est qu'avec un mouvement d'ailes de papillon, eh bien, on dépasse certains seuils, les pressions interstitielles se construisent, les contraintes effectives s'annulent, et tout à coup, le matériau devient instable et on a une rupture complète de l'ouvrage. Donc, il faut que l'on ait des méthodes numériques capables de modéliser à la fois l'amorçage de l'instabilité, donc quelque part un comportement solide, puis la propagation et l'écoulement d'un fluide que vous pouvez voir ici extrêmement complexe, puisqu'on voit sur le fond de l'écran ici la partie rouge qui est plutôt non déformable, solide, et qui vient flotter au-dessus d'un matériau ici noir qui a plutôt un comportement effectivement fluide au sens traditionnel du terme. Donc, les enjeux d'une telle modélisation, c'est évidemment des grandes transformations. Et en cela, la méthode aux éléments finis lagrangiennes qui vous avait été présentée par Stéphane Grange en décembre n'est pas possible parce que ça entraîne des distorsions du maillage beaucoup trop importantes et ingérables. On a aussi besoin de modèles continus.
à la fois sur la partie initiale, on l'a vu, d'un comportement de type solide, mais aussi lors de la propagation de l'écoulement d'un fluide complexe. Et en cela, la méthode d'éléments discrets, de mon point de vue, est inappropriée. Il faut aussi suivre des interfaces, l'interface entre le matériau qui s'écoule et le substratum, et un ouvrage, un merlon, une pile de pont ou autre. Et donc, en cela, la méthode d'éléments finis avec une description eulérienne est inefficace. Et finalement, on est à grande échelle de temps et d'espace. Et donc, la méthode aux éléments discrets est relativement coûteuse dans ce cas-là. Donc, un bref historique des méthodes numériques. La méthode aux éléments finis est née dans les années 40, mais on est peu à connaître cette origine, puisqu'en fait, on situe plutôt le développement de la méthode d'éléments finis dans les années 70 avec le développement des moyens de calcul informatique et avec une approche lagrangienne. Eh bien, par exemple, on est capable, vous avez ici la figure sur la droite, de détecter la zone, au mieux le volume instable qui pourrait se propager. Mais encore une fois, on n'est pas capable ici de modéliser réellement la propagation de cette pente potentiellement instable. Dans les années 80, la méthode aux éléments discrets a été développée et voici le genre de simulation qui peut être tournée avec un éboulement rocheux d'une falaise. Cette méthode est tout à fait dédiée au suivi dans le temps et l'espace de quelques dizaines, centaines, voire milliers de blocs qui interagissent entre eux, des blocs généralement rigides. On peut faire des blocs déformables, mais c'est beaucoup plus coûteux, et qui interagissent entre eux par des lois de contact. Puis finalement, dans les années 90, il y a eu des développements de méthodes dites hybrides avec des descriptions à la fois lagrangiennes et eulériennes. Donc, les deux méthodes que je vais vous présenter aujourd'hui, la méthode des points matériels et la méthode aux éléments finis des points d'intégration lagrangiens, sont deux méthodes qui ont en fait le même parent, si je puis dire, qui est la méthode particle in cell. Mais aujourd'hui, je vais vous présenter uniquement ces deux et vous montrer les différences, en sachant que c'est la MEFPIL que je développe depuis les années 99 dans ma thèse, comme je l'ai dit tout à l'heure en introduction. Et donc, voici les principes de la MEFPIL. Donc, vous reconnaissez une grille classique type élément fini, avec des éléments et des nœuds sur lesquels on va calculer le champ solution, et ici le champ de vitesse. Mais contrairement à une méthode aux éléments finis classique, où il y a des points de Gauss ici à l'intérieur sur lesquels on va faire l'intégration pour calculer la matrice globale avant d'inverser cette matrice pour trouver le champ solution, eh bien ici, l'intégration va se faire sur ces particules, qu'on appelle aussi points d'intégration, donc lagrangiens, qui vont se déplacer dans la grille. Donc la grille, elle est fixe, elle est eulérienne, et les particules qui représentent la matière vont se déplacer dans cette grille. Donc, sur ces particules, on va stocker les variables de temps, par exemple les contraintes, et les variables d'état, par exemple la plasticité. Donc, en synthèse, dans une configuration donnée de la description du matériau, on va calculer le champ de vitesse dû à la sollicitation extérieure. Ce champ de vitesse, on va l'interpoler au niveau des particules. On va déplacer les particules puisqu'elles sont lagrangiennes. Et puis, ainsi de suite, on va répéter les simulations. Donc, pour recadrer un peu cette méthode dans l'ensemble des méthodes existantes, la dernière fois, dans le webinaire, vous aviez eu une description des éléments finis et une description des éléments discrets. Donc, ici, sur cet axe en diagonale, on a plutôt l'axe, disons, d'une méthode continue vers des méthodes discrètes. En intermédiaire, on a les méthodes à particules diffuses, SPH, qui sont intermédiaires. Mais dans ces trois méthodes, les points matériels et les points de calcul sont soit coïncidents, soit fixes relativement les uns par rapport aux autres. Et la force des méthodes dites hybrides, c'est de décorréler une grille de calcul qui va faciliter vraiment le calcul, donc avoir une vision numérique, informatique de la chose, avec une description via ces particules qui vont se déplacer dans la grille pour décrire la matière. Donc, évidemment, on ne peut pas être décorrélé tout le temps, puisqu'à un moment donné, il faut quand même que le calcul se base sur la matière. Donc, la dernière fois, Stéphane Grand, je vous avais expliqué que pour calculer de manière exacte un polynôme d'un ordre donné, eh bien, dans la méthode d'éléments finis classique, on va disposer à l'intérieur des éléments des points de Gauss, des points d'intégration,
Et on va pouvoir minimiser leur nombre parce qu'en fait, l'utilisateur, même si c'est transparent pour l'utilisateur de base, mais disons le programmateur, va choisir à la fois la position et le poids numérique d'intégration de telle sorte à minimiser ce nombre. Or, dans la MEF-pile, eh bien, on n'a pas le choix de la position. La position, elle est liée là où la matière est en train de s'écouler. À un moment donné, on arrête, on regarde une configuration et les points d'intégration sont là où ils se trouvent. Donc, on a uniquement la possibilité de jouer sur les poids. Et donc, on va vérifier à chaque étape, on va recalculer les poids numériques d'intégration de la MEF-pile de telle sorte de vérifier ces conditions en sachant que le terme constant va permettre d'intégrer un polynôme d'ordre 0 de manière exacte et qu'un terme quadratique va permettre d'intégrer un polynôme d'ordre 2. Donc, c'est ainsi que l'on va reconnecter la matière avec la grille de calcul. Donc, vous avez sous les yeux un exemple qui avait été utilisé comme benchmark pendant ma thèse. Il s'agit d'un fluide newtonien. Donc, la bande noire verticale ici est uniquement pour suivre visuellement la déformation, mais c'est strictement la même propriété matériau. On applique une vitesse en haut vers la droite et tous les bords sont à glissement libre. On calcule la solution de référence sur une grille à pratiquement 37 000 nœuds et on va faire un benchmark avec une grille qui contient uniquement 2300 nœuds. Donc là, vous voyez, la MEF-pile, ça peut tourner de manière infinie. Ça vous donnera toujours la même solution. Donc, deux questions, c'est de savoir le nombre de particules, puis le niveau des conditions que l'on applique sur les calculs des poids. Donc, sur le nombre de particules, vous avez ici, sur la ligne bleue horizontale, l'erreur liée à la grille qui est plus grossière pour le benchmark. Et au-delà de cette erreur vient s'ajouter l'erreur dite d'intégration des particules. Donc, on voit que si initialement on met 4 particules, l'erreur d'intégration est relativement grande. Au fur et à mesure qu'on augmente le nombre de particules, eh bien, l'erreur d'intégration tend vers 0, avec ici une ligne rouge qui se rapproche, qui est quasiment confondue avec l'erreur liée à la grille. Donc, à partir de ce benchmark, notre décision a été de choisir l'optimum qui, pour nous, est de 16 particules par grille, 16 particules initiales. Ensuite, pour vérifier les conditions, eh bien, vous voyez que toujours le même schéma. Hein. Si on vérifie uniquement que les poids sont constants, eh bien, on a ici une dérive de l'erreur. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je pourrais l'expliquer. Si on vérifie aussi la condition numéro 2, on n'a pas de dérive, mais par contre une variation de l'erreur relativement importante. Et donc, dans toutes les simulations que je vous montrerai, on vérifie aussi cette troisième condition et on retrouve une erreur qui est relativement stable et très faible par rapport à une erreur de grille. Sur la MPM, la philosophie est un petit peu différente. C'est une branche différente du développement. Dans la MPM, les poids d'intégration doivent être plutôt vus avec une vision physique et ils sont donc constants, comme si c'était une masse physique et ils sont d'ailleurs calculés comme la masse volumique fois le volume d'une particule, volume initial. Il n'y a pas de réactualisation des particules. En ce sens, personnellement, je pense que la MPM est une méthode plus proche d'une méthode particulière sur laquelle on vient coller une grille pour rendre efficient le calcul et homogénéiser la solution. Toutefois, dans cet exemple ici que vous avez, vous pouvez imaginer que c'est un verre d'eau, hein, donc avec un fluide newtonien. Il peut arriver en fonction de la déformation de la matière que vous ayez ici, au centre, un élément qui contient 6 particules, alors que les autres voisins en contiennent 3 ou 4. Et donc, si vous faites le bilan de la masse, eh bien, cet élément, au centre, va être plus lourd que les autres et va donc être entraîné vers le fond, alors que vous avez un verre d'eau qui, normalement, devrait être parfaitement à l'équilibre. Donc ça, pour moi, c'est vraiment un défaut de la MPM que n'a pas la MEF-pile, puisque la MEF-pile recalcule les poids en fonction du nombre de particules dans les éléments. Alors, les lois de comportement, Ioannis nous a fait une très belle présentation sur ce que sera aujourd'hui et demain, ça va clairement se développer, les modèles de comportement futurs. Là, on est resté sur des modèles de comportement du passé et présent, donc on peut modéliser des fluides non newtoniens. Pour nous, dans la communauté des risques naturels et gravitaires, ce qui est beaucoup plus important, c'est ce modèle ici, hein, qui a été développé dans le cadre de plusieurs thèses. Donc, on a une partie ici élastoplastique qui va représenter un géomatériau au repos, en faible déformation.
Lorsque le critère du second ordre, du travail du second ordre sera atteint, ce critère est cher à Félix Darbe et François Nicot qui, je crois, nous écoutent, eh bien, c'est comme si vous ouvriez ici une porte quelque part et cela va activer le comportement du fluide à seuil ici, qui globalement a une rigidité beaucoup plus faible que le modèle élastoplastique. Et donc, une fois que le critère du second ordre est atteint, du travail du second ordre, pardon, eh bien, le comportement sera celui d'un fluide à seuil, comme vous avez pu voir sur la vidéo tout à l'heure. Et je vais vous présenter des simulations dans quelques instants. On peut évidemment faire des couplages thermo-hydromécaniques. Ils sont faits dans le code qui m'a servi à faire les illustrations qui vont arriver. Pour la communauté e-risque, ce qui est de mon point de vue surtout important, c'est les couplages évidemment hydromécaniques pour les glissements de terrain notamment. Donc, voici quelques exemples. Donc, le premier, avec la MPM qui m'a été donnée par Vincent Richefeu du 3SR. Hein. Donc, vous voyez d'ailleurs que la représentation graphique est très particulière. On voit bien les particules. Bon, en plus, Vincent, venant de la communauté des éléments discrets, il a cette tendance-là. Et on voit la MPM capable de modéliser le glissement de terrain et l'interaction ici avec deux piles de ponts, par exemple, et donc de modéliser à la fois l'amorçage, mais aussi la propagation du glissement de terrain et l'interaction avec des obstacles. Sur la MEF-pile, ici, c'est des simulations qui sont un peu anciennes. Hein. On fait beaucoup mieux après, vous le verrez sur la deuxième simulation. Mais par exemple, ici, vous avez un exemple d'un écoulement. Vous retrouvez le cercle de rupture que Ioannis présentait avec la localisation des déformations et puis l'écoulement de la matière avec ici un bloc rigide qui vient quelque part flotter sur une partie un peu plus fluide. On peut très bien simuler aussi l'interaction, même si ici ce n'est pas 100% probant, avec un obstacle, ici un mur par exemple de rétention, de protection d'enjeux à l'aval. Et on peut suivre ici, au cours du temps, la déformation de ce mur pour, par exemple, le dimensionner. Une simulation ici qui est de bien meilleure qualité, elle a été faite plus tard, et beaucoup plus réaliste, puisqu'en fait, elle représente des glissements de terrain qu'il y a dans la région du Vésuve, dans le sud de l'Italie, à Palma Campania, où ici, on a créé le glissement de terrain en augmentant la pression interstitielle. Donc, il y a le couplage hydromécanique. Et ce que vous voyez, donc, pardon, j'aurais dû vous donner le code couleur, c'est quand c'est vert, le critère du travail de second ordre est activé, et donc le matériau a un comportement plutôt fluide, tandis que quand c'est violet, eh bien, on est plutôt solide. Et donc, on voit que quand une fois le glissement amorcé, on retrouve ce qu'on avait vu sur le film introductif, hein, c'est-à-dire qu'en partie ici superficielle de l'écoulement, on a un comportement plutôt solide, et le comportement fluide est plutôt localisé à la base, à l'interface avec le substratum. On voit ici une phase d'arrêt, on recrée du volume dans l'écoulement, à nouveau ça s'écoule, et on voit à la fin que, alors on est reparti au début, je m'en excuse, mais à la fin de la simulation, vous voyez que toute la matière redevient violette parce qu'elle se stabilise à nouveau et elle retrouve son comportement élastoplastique. Donc sur la gauche, vous pouvez suivre le déplacement au cours du temps du point rouge ici qui représente le sommet du mur de rétention, et ici, eh bien, le second invariant du tenseur de contrainte qui est un indicateur permettant de dimensionner cet ouvrage. Donc, en conclusion, en quelques mots, donc, je vous ai présenté dans le temps qui m'était imparti la MEF-pile et la MPM, qui sont deux méthodes très proches, toutes les deux basées sur une description du comportement continu, hein, donc de la mécanique des milieux continus, et très utile de mon point de vue pour la simulation des risques gravitaires. Tous les comportements peuvent être modélisés dans ce type de comportement dès lors qu'il s'agit d'une relation entre une contrainte et une déformation ou une vitesse de déformation, et possiblement demain, eh bien, avec des lois venant des réseaux de neurones. La MEF-pile peut vraiment tout faire, mais au niveau international, elle est beaucoup moins connue que la MPM. On pourrait revenir là-dessus. En fait, je suis le seul à avoir amené la MEF-pile dans le domaine de l'ingénierie, et n'étant pas dans une université américaine, je n'ai pas eu tous les moyens disponibles pour être visible. Et comme en plus maintenant Disney s'est emparé de la MPM pour faire ses films d'animation, je dirais presque que la cause est perdue, mais il faut quand même être conscient que quand Disney fait ses films d'animation, c'est très beau d'un point de vue cinématique, mais le calcul derrière des efforts, ce qui quand même pour nous est très intéressant d'un point de vue ingénieur, sont très critiquables.
Donc, de mon point de vue, la MPM était réservée à des comportements plutôt de type solide, avec des grandes déformations, mais pas trop grandes non plus, notamment pour la raison que je vous ai expliquée tout à l'heure. Voilà, ceci conclut ma présentation. Je vous remercie de votre attention et puis vous avez mon email si vous souhaitez me contacter après ce webinaire. Merci beaucoup, Frédéric. François, je te redonne la parole pour un petit mot et puis après, on Écoute, prend les questions. avec plaisir, Margot. Je crois qu'il y a déjà des questions qui sont arrivées, mais en quelques mots. Bon, évidemment, merci à vous deux, grand merci à vous deux, parce qu'aujourd'hui, on a vraiment parcouru un petit peu le front des connaissances, et vous l'avez fait d'une manière pédagogique tout à fait exemplaire. Donc, merci vraiment à l'un comme à l'autre. En quelques mots, pour ceux qui nous écoutent et qui nous suivent et qui seraient moins familiers avec cette branche un petit peu des sciences de l'ingénieur, on a commencé par la présentation de Ioannis, qui effectivement a introduit un nouveau paradigme dans la description du comportement mécanique des matériaux. Une loi de comportement, et Ioannis a beaucoup insisté là-dessus, c'est quelque chose d'essentiel, essentiel notamment pour permettre de pouvoir prédire de manière réaliste, de manière rationnelle, la rupture. Et pour nous, la rupture est quelque chose d'essentiel. On l'a vu très bien dans la présentation de Frédéric. On s'intéresse à la rupture, bien évidemment, parce que cette rupture s'impose à nous, dans le cadre des milieux naturels, mais aussi parce que cette rupture, on veut l'éviter dans nos structures. Donc la loi de comportement, c'est quelque chose de tout à fait essentiel. Et cette loi de comportement, c'est cet élément, c'est cet organe en quelque sorte numérique essentiel qui va venir ensuite nourrir une plateforme numérique telle que celle que nous a présentée Frédéric. Une plateforme numérique, c'est aussi essentiel parce qu'on peut disposer d'une loi de comportement extrêmement puissante, extrêmement robuste, construite sur des bases rationnelles, mais pour autant, si elle est implémentée dans un environnement numérique qui n'est pas suffisamment poussé, qui n'est pas suffisamment raffiné, eh bien, on ne pourra pas prédire de manière réaliste le comportement des matériaux, le comportement, la réponse d'une structure le long d'un chemin de sollicitation donné. Donc, ces deux présentations s'imbriquent parfaitement. Elles sont nécessaires, leurs contributions sont nécessaires à l'une comme à l'autre. Et c'est la raison pour laquelle on a tenu aujourd'hui à les associer et à mettre ensemble ces deux points tout à fait fondamentaux dans l'ingénierie, on va dire, de l'analyse des milieux naturels, dans l'analyse du risque, de la rupture dans les milieux naturels. Et évidemment, pour la communauté IRISC, ça prend du sens. Alors, Margot, pour ne pas être trop long, on va peut-être donner la parole à ceux qui ont posé des questions, ou tout au moins parcourir les questions qui ont été posées. Oui. Il y en a d'autres peut-être qui viendront spontanément. Oui, je reprends les questions, donc n'hésitez pas à en poser dans le module QR. Vous pouvez aussi lever la main et puis comme ça, je vous donnerai la parole directement. Alors, une question qui s'adresse plutôt à Ioannis, qui a été posée juste après sa présentation. Donc, comment est construite la base d'apprentissage pour les modèles TAN? Oui, c'est une question très intéressante. Et, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des séments aléatoires en déformation et on calcule l'énergie libre du système, la dissipation et les contraintes. Donc, c'est à la base de séments d'histoire aléatoires qui ont construit la base de données. Ok, merci. J'espère que c'est assez complet. Si ça n'y est pas, levez la main et puis comme ça, je vous donnerai la parole. Donc, il y a une autre question aussi qui a été posée, qui s'adresse à Frédéric. Alors, j'ai vu que tu avais déjà répondu par écrit, Frédéric, mais on va peut-être la reprendre à l'oral pour que tout le monde puisse Merci, profiter de la réponse. Et au cas où il y a beaucoup de questions, je répondais déjà à Antoine. Donc, effectivement, c'est la question de savoir selon quels critères un matériau qui est passé de solide à fluide redevient-il solide, comme j'ai pu le montrer
sur le glissement des cendres volantes autour du Vésuve. Le critère de retour, assez classiquement pour les fluides à seuil, est basé sur un critère sur le second invariant du tenseur de contrainte. Et donc, quand on revient sous ce seuil, la porte que j'ai montrée tout à l'heure se referme et le comportement redevient essentiellement élastoplastique. D'ailleurs, cette analyse-là, je ne l'ai pas précisé, mais je mène pas mal de recherches avec des collègues, avec des applications sur les fluides industriels dans le milieu agroalimentaire. Le dentifrice, le chocolat, la mayonnaise, exactement, répondent à ce type de modèle de comportement, comme nos géomatériaux, plus ou moins saturés. Et donc, l'idée, là, c'est vraiment d'être capable de décrire ce qui se passe sous le seuil. Les mécaniciens des fluides, à l'heure actuelle, décrivent très mal ce qui se passe sous le seuil. Généralement, ils le considèrent comme parfaitement rigide. Alors que justement, dans le cadre de cette approche, avec ce modèle rhéologique, on peut avoir une description élastoplastique de ce qui se passe sous le seuil. Okay. Merci. Une autre question concernant la FEMLIP. La recommandation de 16 points par élément du benchmark est propre à cet exemple, à l'exemple que tu avais présenté, ou est-ce que il y a une conclusion générale qui est possible? Donc, effectivement, c'est une excellente question parce que c'est toujours comment prouver quelque chose uniquement par l'expérience. Donc, effectivement, Jérôme pose une très bonne question. Ce que j'avais fait pendant ma thèse, c'est ce benchmark sur lequel on avait une solution sur laquelle on puisse comparer, puisqu'en fait, on a un régime complètement stationnaire. Il n'empêche que sur d'autres simulations que je n'ai pas présentées, quand j'avais un peu de temps le week-end, je faisais des simulations avec plus de particules que ces 16 particules initiales. Et le retour d'expérience, ce n'est pas une preuve absolue, mais le retour d'expérience montre que ce chiffre 16 était largement suffisant pour l'ensemble des simulations. Ok, merci. Mais je dirais que comme toute méthode numérique qui nécessite une discrétisation dans le temps et dans l'espace, de la même manière que pour Ioannis, j'imagine que en fonction de ce qui va rentrer dans son réseau de neurones, eh bien, en fonction de la richesse des types de chargement et ainsi de suite, on ne peut pas prouver théoriquement que le résultat est parfait. Et donc, c'est le retour d'expérience que les experts se créent. Et donc, c'est ce que j'ai fait pendant toute ma carrière et ce chiffre 16 m'a toujours satisfait. Merci. Je vois. Ah, si, les questions arrivent au fur et à mesure. Quel est le coût de la méthode en temps de calcul? J'imagine qu'on parle toujours de la MEFPIL, notamment comparativement aux autres méthodes. OK, donc on parle de la MEFPIL. Donc, dans une configuration donnée, le coût de la MEFPIL est identique au coût d'une méthode élément fini classique, puisque le schéma de résolution, tout ça est strictement identique. Par contre, effectivement, comme on va faire une description lagrangienne réactualisée, eh bien, quand on veut modéliser l'écoulement que j'ai montré tout à l'heure, en fait, il s'agit de résoudre peut-être 1000 configurations différentes, dans 1000 positions de la matière différente. Et donc, dans ce cas-là, on a fait 1000 fois un calcul élément fini à réaliser. Et ça, à ma connaissance, c'est impossible de faire autrement. Donc, si on veut décrire une trajectoire d'un matériau complexe, eh bien, il faut le décrire pas à pas. Et chaque pas a le même coût qu'un calcul classique, mais il faut décrire n pas pour décrire la trajectoire de la matière. Ok, merci. Pas d'autres questions pour l'instant? Peut-être une question un peu dans la continuité de ce qui a été posé. Question pour Frédéric. On utilise beaucoup la DEM. Aujourd'hui, avec la DEM, on montre qu'effectivement, pour un problème initialement homogène, on a des pertes d'homogénéité sur un chemin de sollicitation donné, quand on s'approche notamment de points de bifurcation. Et de manière à décrire un petit peu mieux le champ cinématique, on réalise un maillage. Alors, il y a plusieurs manières de faire. Soit on s'appuie sur des cellules
à partir des particules, construites sur la base du réseau de particules, ou bien on crée un maillage et à partir de ce maillage et par interpolation sur la base des particules qui interfèrent avec chaque cellule du maillage, on calcule des quantités d'intérêt, des formations, contraintes, enfin surtout essentiellement des formations. Est-ce que finalement cette manière de faire, c'est pas un petit peu la MEF-pile? Est-ce que c'est pas quelque chose qui va dans le sens de la MEF-pile, c'est-à-dire un flux lagrangien qui permet d'alimenter, qui permet de calculer des grandeurs sur un maillage eulérien? À ma connaissance, les méthodes, la méthode que tu décris, à ma connaissance, n'est utilisée que pour construire des variables d'intérêt en sortie pour l'analyse. Mais ce n'est pas réinjecté dans le calcul. Absolument pas, absolument voilà. pas. Absolument Donc, pas. le cœur de la méthode reste bien pour la MEF-pile un milieu continu et pour l'ADEME un milieu discret dont on peut, en fonction de ce qui est nécessaire en sortie pour l'analyse des résultats, moyenner les champs sur un certain volume. Mais pour moi, c'est que la phase post-traitement, je dirais. Ok. Oui, très bien, c'est très clair. Merci. Bon, il n'y a pas d'autres questions qui sont arrivées entre-temps. Donc, merci Frédéric, merci Ioannis, François aussi, je te remercie pour ta participation. Avec plaisir. Et donc, je vous ai mis juste les prochains rendez-vous en lien avec les risques naturels prochainement. Donc, le 8 juillet, on a un rendez-vous qui est organisé par le PERM, mais auquel on participe aussi sur les ouvrages de protection, évolution et perspective, donc dans le Vercors. Et le 13 septembre, on retrouve un webinaire Indura cette fois-ci sur la place des travaux publics dans la prévention des inondations en ville. Voilà, donc si ça vous intéresse, vous recevrez normalement toutes les informations via les informations qui sont envoyées par Indura. Voilà, bon, bah, on va s'arrêter là, il est midi pile, on a respecté l'horaire parfaitement. Merci à nouveau pour le travail fourni par les intervenants et n'hésitez pas si vous avez des questions qui arrivent par la suite ou si vous souhaitez reprendre contact avec eux, je pourrai faire le lien. Voilà. Merci également. Merci également pour l'invitation. Oui, merci pour ces échanges. Et à très bientôt. Bonne fin de journée. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Bonne journée.